Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Ce matin, notre invité, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la région Normandie. Vous êtes député de l'Eure et vous êtes ancien... quelques semaines. Quelques semaines et ancien ministre de la Défense. Ça va faire partie des questions qu'on va vous poser d'ailleurs. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Hervé Morin, l'actualité, c'est évidemment cette nuit. Les députés qui ont adopté à une courte majorité d'ailleurs le texte sur la déchéance de la nationalité au terme d'un débat qui a agité la classe politique depuis plus de 7 semaines. Je rappelle, c'est 14 voix d'écart qui ont permis cette adoption. Ça suffira pas. Bon, vous l'avez voté ? Je voterai le texte. Mais je dis clairement, le gouvernement a tout fait pour globalement rendre ce débat-là incompréhensible pour nos compatriotes. La révision de la Constitution, pour qu'on explique un peu les termes, parce qu'il faut être juriste. La révision de la Constitution était nécessaire dès lors qu'on avait un traitement différencié entre les binationaux et les mononationaux, comme on les appelle désormais. Dès lors que le texte prévoit les mêmes dispositions pour tous les Français, qu'ils soient mononationaux ou binationaux, la révision constitutionnelle était inutile. Et donc on se retrouve avec une révision constitutionnelle imposant une majorité des 3/5, qui est une majorité aujourd'hui introuvable, donc d'un texte qui va probablement finir aux oubliettes ou qui risque de finir aux oubliettes. Le Congrès n'est pas possible ? Si j'en crois les déclarations au Sénat, je ne vois pas comment on va arriver à une majorité des 3/5. Donc vous voyez bien que d'une disposition qui n'est pas seulement symbolique, dès lors qu'on y met, qui était pour moi la condition du vote, les crimes et les délits, c'est-à-dire la possibilité aussi de laisser hors de France ceux qui sont au djihad aujourd'hui, après un procès équitable, etc. On se prive d'une mesure qu'on aurait, qui est utile pour la France. Et on aurait pu le faire par la loi. Et c'est dommage qu'on se soit empêtré dans un dispositif constitutionnel dont on ne sort pas. Parce que le second sujet, qui est l'état d'urgence, très honnêtement, on va en parler. On a vécu pendant des décennies avec un état d'urgence qui n'était pas constitutionnalisé. Est-ce que vous aviez le sentiment, vous et moi, que vos libertés étaient menacées? Pas vraiment. Donc, Gilles Leclerc. Sur les responsabilités, on voit ce matin que vous pointez du doigt le gouvernement, l'exécutif. Enfin, bien sûr. La droite, apparemment, d'après ce qu'on a pu voir ces dernières heures, ces derniers jours, c'est quand même profondément divisé sur ce texte-là. Donc la responsabilité, elle est double, même si au départ, vous avez raison, c'est quand même François Hollande qui a indiqué le cap. Non mais après chaque... La responsabilité, elle est partagée. Non mais le gouvernement, il connaît le panorama depuis le début. Il sait qu'il y a dans tous les groupes politiques des divergences, le débat... Qui sont apparus en cours de route, pas au départ. Oui, mais assez vite. Et puis on connaît les risques d'une majorité des 3/5. Souvenez-vous, François Mitterrand, à plusieurs reprises, tentant des révisions constitutionnelles qui n'ont pas pu aboutir. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait tenté un certain nombre de choses aussi. Et donc, je trouve dommageable qu'on ait pris une procédure, on s'est trompé de chemin en allant vers une révision constitutionnelle, là où une loi le permettait d'arriver au même objectif. Est-ce qu'on a suffisamment entendu la voix du centre et des centristes dans ce débat-là? Non, bien sûr que non. Mais vous dites que vous avez voté, mais c'est vous à titre personnel. Mais les centristes sont divisés de la même façon. Hier, nous avions un débat au groupe. Ça se partageait quasiment... c'était 2 tiers, 1 tiers. Vous étiez là la nuit dernière dans l'hémicycle? J'étais avec un chef d'entreprise de ma région pour un grand projet de développement. Est-ce normal qu'il y ait eu si peu de députés dans l'hémicycle la nuit dernière, la nuit d'avant Le spectacle qu'on donne de cet hémicycle quasiment vide avec seulement une centaine de députés pour débattre d'une révision constitutionnelle dont on nous parle depuis le mois de novembre, est-ce normal? Alors, d'une part... l'arithmétique parlementaire reste la même. C'est difficile à comprendre pour nos compatriotes, mais il y a des groupes politiques, il y a des débats internes aux groupes politiques, il y a des parlementaires qui sont spécialisés sur un certain nombre de sujets, et donc globalement, l'arithmétique, on la connaît à l'avance. Et deuxièmement, il y a peut-être derrière cela aussi un sentiment d'un certain nombre de parlementaires, d'un débat dont on peut finir par se poser la question,
pourquoi un tel débat? Il y a peut-être de ça aussi. Est-ce que derrière le fond du débat sur cette déchéance, est-ce que vous regrettez d'autres jeux, puisqu'on sait qu'on est parti notamment sur le débat des primaires dans la famille de la droite et du centre? Est-ce que ça, vous le regrettez ou est-ce que c'était normal? Il est évident qu'on a un certain nombre de pollutions, si je puis dire, de ce débat. Mais tout ça a été connu à l'avance. Moi, j'ai toujours été favorable à la mesure, je le reste, je la voterai. Voilà, après on peut se dire que le texte n'est pas parfait, qu'en effet, est-ce qu'on peut dissoudre ou non l'Assemblée nationale durant l'état d'urgence? Ces sujets-là méritaient probablement une autre approche. Mais Hervé Morin, il y a une ambiguïté chez vous. Vous dites je la voterai, je voterai cette réforme constitutionnelle, alors que vous avouez vous-même qu'on en avait fondamentalement absolument pas besoin. Oui, mais je veux au moins... Comment voulez-vous que les Français comprennent? Non, je souhaite voter ce texte parce que je considère que c'est un instrument utile. Je vous rappeliez que j'ai été ministre de la Défense. Je sais à quel point la guerre contre le djihadisme, c'est une guerre que nous mènerons pendant des années et des années. Et que la France ne peut se priver d'aucun instrument pour lutter contre le djihadisme. Et qu'un de ces instruments, c'est en effet de considérer qu'un certain nombre de nos compatriotes ayant déchiré le contrat national, le contrat qui nous lie tous, qui nous donne le sentiment d'appartenir à une communauté nationale avec ses valeurs, que ceux-là ayant déchiré leur contrat doivent sortir du territoire national définitivement. Le symbole plus que la cohérence. Non, il y a de la cohérence. Moi, je considère que... C'est pour ça que je voulais que les délits soient pris en compte. Je veux que ça ne soit pas simplement le symbole de quelqu'un qui a fait 20 ans de prison et qui, au bout de 20 ans de prison, se voit déchu de la nationalité française. Parce que là, en effet, on est du domaine du symbole. Si, en revanche, ça concerne des compatriotes qui sont en guerre aujourd'hui, dont on a la preuve avérée qu'ils luttent avec Daesh, avec Al-Qaïda, dans un certain nombre de théâtres de crise, eh bien moi, ceux-là, je considère qu'ils n'ont plus rien à faire sur le territoire national et que c'est nous protéger derrière ça. On revient aux primaires. Oui, sur les primaires, il y a un certain nombre de sondages hier et avant-hier qui démontrent que pour l'instant, en tout cas pour l'instant, Alain Juppé caracole en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est là encore, je répète ma question, la place du centre en fait dans tout ça? Est-ce que vous allez jouer le jeu de ces primaires? Est-ce qu'il y aura un candidat centriste? Est-ce que vous allez appeler à voter pour cette consultation ou pas? Pour nous, la question, Gilles Leclerc, c'est pas la présidentielle. Nous n'avons pas de candidat capable de faire un score au présidentiel, capable de gagner les présidentielles. C'est aussi simple que ça. Le seul qui aurait pu l'être, c'était Jean-Louis Borloo. Il s'est retiré de la vie politique. Très bien. À partir de là, quel est... je veux dire, c'est en plus dans la logique institutionnelle des centristes. On est focalisé sur l'élection présidentielle, mais on oublie aussi qu'il y a une élection parlementaire et qu'il y a une majorité parlementaire. Et moi, ce que je souhaite, c'est que notre débat à nous, ce soit celui de participer à la construction d'une coalition et d'une majorité gouvernementale dans laquelle on est capable de se faire entendre. Moi, j'ai été au gouvernement de 2007 à 2012 avec le nouveau centre, qui avait été constitué après la déclaration de François Bayrou changeant de majorité. Bien. Le problème, c'est pas d'être au gouvernement. Ça c'est pas le sujet. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de peser sur un certain nombre d'arbitrages fondamentaux du gouvernement? En clair, est-ce qu'on a besoin des voix centristes pour faire une majorité? Moi, quand je défendais, avec Charles de Courson, avec le président du groupe parlementaire, la TVA sociale, et que pendant 4 ans, Nicolas Sarkozy nous a expliqué que la TVA sociale, c'était pas bon, que tout d'un coup, on découvre en janvier 2012 que la TVA sociale, ça devient formidable pour baisser les cotisations sociales et les charges pesant sur le travail, j'aurais aimé être en capacité d'imposer ce choix. Quand sur l'Europe ou sur d'autres sujets nous avons eu, ou sur les déficits budgétaires, nous avons eu des positions qui étaient des positions sensiblement différentes de celles du gouvernement, nous n'avons jamais été en capacité de nous faire entendre et, en quelque sorte, et ce que je voudrais, c'est qu'en 2017... moi, je ne suis pas concerné puisque je ne serai plus parlementaire. Mais qu'en 2017, les parlementaires soient en capacité de peser. C'est ça le sujet. Et donc, la primaire, bien sûr qu'il faut que nous y participions. Mais il faut que nous y participions dans la construction du schéma de cette majorité. Mais c'est avec Alain Juppé que les centristes ont le plus de chances de se faire entendre ? Tout pas sûr. On dit qu'à titre personnel, je suis pas sûr. Vous pensez que c'est François Fillon ? Je vous livre cette réflexion, c'est que Alain Juppé apparaît tellement comme le plus centriste compatible qu'on pourrait presque un jour s'interroger sur la nécessité pour Alain Juppé
d'être avec les centristes. Vous voyez, oui. ça peut paraître une contradiction, mais sur la ligne politique quand même. Je vais vous dire, sur les primaires, moi j'inspire, je trouve que les primaires américaines sont formidables d'inspiration. On avait des favoris garantis, on avait Hillary Clinton qui était déjà la candidate assurée des démocrates, la question se posait même plus. Et on a un homme de 74 ans. Et on a un homme de 74 ans. Alors il a d'une part 74 ans, mais d'autre part il est quasiment nouveau sur la scène politique nationale. Bien. Et donc je dis que entre des intentions du mois de janvier et le moment où nos compatriotes s'interrogent vraiment en disant qui je veux, il va passer beaucoup d'eau sous les ponts. Hervé Morin, vous avez toujours la même analyse. On dit que vous pensiez que c'était François Fillon le prochain président. Il marque un peu les pas dans le sondage. Oui, mais c'est toujours votre analyse. Vous êtes toujours sur les sondages. Moi, je dis qu'il y a 4 candidats qui ont une chance de gagner. Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et que ceux qui considèrent que déjà le match est un match... Vous savez, moi j'ai vécu des choses formidables dans ma courte vie. Je me souviens encore d'Édouard Balladur. Édouard Balladur avait tellement de soutien, était tellement donné gagnant que lorsqu'on faisait des appels, j'étais moi à l'époque collaborateur de François Léotard, on faisait des appels au soutien d'Édouard Balladur, on était obligé de réduire la taille des caractères pour permettre de mettre tous les noms des parlementaires sur la page. Ça, c'est décembre. Vous vous souvenez, il y avait eu Marseille, Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur au sommet, après... c'est l'apanage de l'expérience. Voilà. Ça, c'est décembre. Et puis janvier, ou février, l'annonce d'Édouard Balladur, candidat à la présidentielle, et la descente aux enfers. Donc, on change de sujet. Non, mais il ne faut jamais oublier tout ça. C'est l'expérience qui parle. Voilà, oui, mais 54 Le favori n'est pas le vainqueur. Il y a des images aujourd'hui qui frappent beaucoup l'opinion. Les forces russes bombardent la ville d'Alep avec beaucoup de victimes civiles. Est-ce qu'il faut laisser faire les Russes? On a l'impression qu'on était distants au départ et qu'aujourd'hui, finalement, on ferme les yeux. Est-ce que vous nous dites ce matin, on n'a pas trop le choix? Si vous me donnez la solution... 30 000 réfugiés oui, à la frontière turque. Tout ça est absolument abominable. Tout ça démontre au moins une chose, c'est qu'il serait temps que l'Europe s'occupe des vrais sujets. C'est bien ça la question derrière ça. C'est que nous sommes des nains politiques et diplomatiques parce que nous sommes incapables de construire une politique étrangère, une politique de défense. Souvenez-vous dans quelle situation nous nous sommes retrouvés quand Barack Obama a changé de pied sur l'intervention militaire en Syrie. Nous nous sommes retrouvés tout seuls, nous Français. Bien. Pourquoi nous étions tout seuls? Parce que l'Europe avait été incapable de construire une démarche politique, militaire sur cette question. Et derrière ça, il y a une Europe qui s'empêtre dans des demi-sujets qui, voulant tout aborder, finit par tout mal aborder. Mais une Europe qui devrait donc s'allier avec les Russes? Non, une Europe qui devrait pouvoir peser dans un débat et qui est dans l'incapacité de peser, c'est tout. Je m'adresse à l'ancien ministre de la Défense. Vous avez quelques informations sur, j'ai envie de dire, le moral des troupes, des aviateurs français qui sont sur le terrain, en Syrie, en Irak. Est-ce qu'on en parle moins aujourd'hui? Ce qui est évident, c'est que nous sommes nous avons atteint un niveau d'engagement qui, très clairement, est le maximum auquel... Vous dites qu'on est un peu à la limite, là? Tous les échos que j'ai, c'est que c'est en effet compliqué d'être sur autant de théâtres, et en plus d'être sur le théâtre national, si je puis dire. Les 8 000 ou 10 000 militaires qui sont déployés sur le terrain posent ça pose de vrais sujets pour les unités, parce que comment on forme les militaires, comment on les entraîne, tout ça durant des mois et des mois où en fait les unités sont totalement désorganisées par ce déploiement national. Hervé Morin, selon une étude de l'APEC, les recrutements de cadres devraient progresser en 2016. Sauf en Normandie. Sauf en Normandie, voilà, vous le savez, bien sûr. Est-ce que vous avez une petite marge de manœuvre? Vous jouez le jeu de Manuel Valls? Vous êtes allé à Matignon? Oui, moi je joue le jeu parce que... Vous n'êtes pas comme Laurent Wauquiez? Non, je pense que, voilà, on n'a pas le droit, quand on a une situation économique et sociale aussi compliquée, de considérer que dans des démarches politiques, on refuse de discuter avec le gouvernement, qu'on doit faire des choses. Ça s'est bien passé à Matignon? Oui, j'ai trouvé un gouvernement ouvert, j'ai trouvé un gouvernement à l'écoute. On va voir comment les choses se passent. Les régions sont maintenant des acteurs économiques de premier plan. Vous allez en faire autant que Xavier Bertrand? Oui, moi je fais
tout sur... écoutez, j'y passe mes journées. Hier, j'ai rencontré à la fois, j'ai discuté longuement avec le dirigeant de Vallourec, là où on a un plan social. J'ai passé ma soirée avec un chef d'entreprise qui a un grand projet pour la Normandie. Durant l'après-midi, j'ai eu une autre rencontre sur un autre projet économique. J'y passe tout mon temps. Je mets des instruments nouveaux en place. J'ai été m'inspirer d'autres pays. La région va avoir un fonds d'investissement, un fonds d'amorçage, va intervenir en haut de bilan dans les entreprises. On va avoir des politiques de filière. On va prendre la main sur les pôles de compétitivité. Bref, on essaie de mettre en place toute une série d'instruments qui permettent, dans un contexte national dont on ne peut s'extraire, faire en sorte qu'on puisse améliorer la situation en Normandie. Nous sommes une région dont les indicateurs sont tous très mauvais, alors qu'on est béni des dieux. À cause de la ruralité, dans votre région, non, c'est pas à cause de la ruralité, c'est qu'on n'a pas pris. C'est une région où il y a des acteurs industriels de l'industrie traditionnelle, et on n'a pas pris le tournant de l'économie nouvelle, si je puis dire. Dans votre région, des agriculteurs en colère, oui, des agriculteurs en colère, hein, beaucoup dans votre région, la Normandie. François Hollande va faire des annonces financières, mais il faut des réformes structurelles. Lesquelles ? Il faut que le gouvernement soit à la hauteur des engagements, de la douleur, des difficultés des agriculteurs. Vous ne vous rendez pas compte de la situation des éleveurs aujourd'hui. La situation est absolument dramatique. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Cet après-midi, je vais être dans l'Orne. J'ai lancé un grand travail sur une nouvelle politique agricole régionale. Moi, ce que je veux, c'est qu'on améliore la compétitivité des exploitations, ça fait partie des compétences de la région, qu'on permette aux exploitations d'être plus autonomes dans leurs coûts de production, comment on permet aux agriculteurs de pouvoir faire en sorte que leurs coûts de production baissent par toute une série d'investissements possibles, avoir moins d'intrants, faire moins appel au soja, etc., afin que, autant que possible, on puisse un peu favoriser, compenser la baisse des cours qui est absolument dramatique. Merci Hervé Morin, Merci. président de la région Normandie, nouveau président et député de l'Eure, pour l'instant, encore en tout cas, ancien ministre de la Défense. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos et de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui font, en tout cas pour Patrick Van Ries, son apparition sur notre plateau pour la première fois. Vous êtes le directeur de l'information de Sud-Ouest. Bonjour, et bienvenue. Et j'accueille Philippe Martin de Région Magazine. Bonjour Philippe, vous étiez déjà venu. Alors on passe au propos d'Hervé Morin sur la déchéance de la nationalité. Il voulait que les délits soient pris en compte. Il pense que le Congrès, au fond, ça va être compliqué, car on n'aura peut-être même pas. Et il s'est dit aussi, il dit qu'au fond, on n'en avait pas besoin de ce débat. Oui, je sais pas. L'opinion, de toute façon, est tellement favorable à cette question que... On s'est trompé de chemin. Voilà, oui, d'accord, mais il est quand même assez difficile de... Je sais pas, moi, si François Hollande c'est un petit peu un Mitterrand au petit pied, parfois, Hollande. Alors, est-ce qu'il a été pris par la dramatisation de la situation lorsqu'il était à Versailles et qu'il a annoncé comme ça tout de go cette mesure? Je ne suis pas sûr qu'il ait fait des calculs si savants que ça, c'est mon opinion personnelle, et qu'au fond, tout ça... Elle est rare, parce qu'on dit au fond... un petit peu à sa façon de faire au final, et c'est un peu le bazar, et personne ne s'y retrouve vraiment, parce que si on fait le compte des conséquences de sa... ce souhait d'échéance de nationalité, il est difficile de voir à qui tout ça profite. Le bilan, c'est difficile à tirer à ce stade. Ce qui est sûr, c'est quand on est de droite ou qu'on est à droite sur l'échiquier. Philippe Martin, Hervé Morin a dit qu'il allait voter le texte, en pensant qu'il était inutile. Au fond. Voilà, je ne voudrais pas tomber dans le cliché, mais c'est un peu une réponse de Normand quand même. À la fois, il nous dit qu'il est inutile, après il nous dit qu'il est utile. Il redit qu'il est inutile, mais finalement il le vote. Et je suis d'accord avec ce que dit mon confrère, mais il y a quand même, on sent quand même qu'il y a une forme de piège qui a fonctionné. Sur la droite, on les sent divisés. Le problème, c'est que ça a aussi fonctionné à gauche. Même chez les centristes, puisqu'il dit qu'il était à une réunion centriste et que c'était 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Ouais. Donc on voit que c'est pas si simple. Et lui-même, je pense qu'il y est favorable à cette mesure, mais on sent aussi qu'il est gêné aux entournures pour la justifier complètement. Est-ce que c'est pas au fond beaucoup de bruit pour rien? Oui, à l'arrivée, c'est ce qu'il faut se dire. 7 semaines et demie, 8 semaines pratiquement de débat. C'est la maladie actuelle de la politique, non? On parle beaucoup de choses inutiles pendant des semaines, et voilà.
Finalement, on n'a pas de bilan. Ça continue parce que le texte arrive au Sénat, Philippe Martin. Oui, ça va être, à mon avis, la même problématique, c'est-à-dire qu'il y aura des sénateurs de droite qui vont être favorables, logiquement. Il y aura moins de sénateurs de gauche, à mon avis, qui seront défavorables, parce que c'est quand même un peu plus conservateur, mais ça va être compliqué dans les deux camps. On le sent bien. Ce congrès aura-t-il lieu c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être que non. On passe aux primaires de l'opposition. Oui, primaires, moi, de l'opposition et du centre. Très intéressé Alors, est-ce qu'il y aura des primaires au centre? Je ne sais pas, mais j'ai noté la prudence d'Hervé Morin. Je ne sais pas, moi, si je regarde la carte politique, je pense que le centre est plus proche d'Alain Juppé que de Nicolas Sarkozy. Ça a été... Oui. Or là, j'ai senti une prudence. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est le fruit de la largesse de Nicolas Sarkozy aux dernières régionales, qui a quand même accordé On a une information beaucoup de têtes de liste aux centristes, mais je n'ai pas bien compris la démonstration qu'on pèserait mieux si on n'était pas avec Juppé. Enfin, Hervé Morin a dit il y a quelques minutes dans cette matinale de l'info qu'au fond rien n'était joué, qu'il avait 54 ans, qu'il avait connu Édouard Balladur et qu'au fond tout était ouvert. Parmi les 4 candidats, 4 ou 5 candidats, il a dit. Il nous dit quand même une chose, c'est que nous n'avons pas de candidat valable.